Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Agri TV et vous faites bien. C'est l'heure de votre journal. Au sommaire ce soir, agriculture et jeunesse. Voilà deux réalités qui se croisent de plus en plus sans s'accorder un regard. Or, les initiatives afin d'intéresser la jeunesse nationale à davantage d'implication dans les champs et à se bâtir des avenirs d'agro-businessmen ne manquent pas. Qu'est-ce qui explique ce désintérêt de la jeunesse vis-à-vis de l'agriculture? La réponse dans le 20h. Nous nous intéresserons aussi à l'alimentation patrimoniale des Africains. Le concept s'abrège à l'IPA et vise à inventorier les mets et produits africains, à les faire labelliser et surtout à vulgariser leur consommation. Vous en saurez plus dans ce journal. Vers la fin de cette session d'information, nous irons à la rencontre d'un fruit. Il s'agit de l'ananas, celui de Bafia qui est devenu un véritable label camerounais. Une fois de plus, bienvenue à tous. La terre ne trompe pas. La formule d'émanation présidentielle convie la jeunesse nationale à davantage d'implication dans les champs et à se bâtir des avenirs d'agro-businessmen. Mais que signifie la réalité de cette affirmation au Cameroun? Cette édition d'information adressée pour vous l'état récapitulatif de ce qui a déjà été fait par les pouvoirs publics afin de susciter l'amour de la terre chez ces jeunes épris de matricule et de fonction publique. Arnaud Basileking et André Marimbida. La question du financement des jeunes agriculteurs au Cameroun est une préoccupation dont la résolution a requis le secours dual des ministères de la Jeunesse et de l'Agriculture. Chez le premier, il y a notamment le projet d'appui à la jeunesse rurale et urbaine, dont l'efficacité s'illustre dans le renforcement des capacités techniques et entrepreneuriales des jeunes, l'appui aux idées de création d'entreprises et l'organisation de stages. Dans la cagnotte de ce bras séculier de l'État dans ses perspectives d'émergence, une dotation budgétaire d'un peu plus d'1 milliard de nos francs, qui se déploie sur toute l'entièreté du triangle national, avec une rentabilité qui resplendit dans ces exploitations tenues par des jeunes. Les bureaux régionaux du PAGER-U, disséminés dans toutes les régions du Cameroun, reçoivent quotidiennement des jeunes persuadés depuis quelques années que l'efflorescence socio-économique à laquelle ils aspirent transitera par la terre et les tubercules. Depuis 2007, année de son démarrage, le PAGER-U a extirpé l'oisiveté des vies de nombreux jeunes gens qui sont aujourd'hui redevables à ces délices qui agrémentent nos repas journaliers. Vous avez aussi, dans les murs du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le programme d'appui à l'installation des jeunes agriculteurs. Il est là depuis 11 ans et les millions de francs qu'il sème dans les sillons des 4 coins du Cameroun résorbent substantiellement le chômage chez les jeunes. Le PAIJA a cependant une petite particularité. Pour être bénéficiaire de son financement, vous devez être un jeune agriculteur installé sur son propre domaine foncier ou alors sur une terre viabilisée par l'État dans les collectivités bien précises. L'autre singularité, c'est le maïs, la banane plantain, le cacao ou encore la patate qui figure dans le contrat de rentabilité qui rejaillira dans votre plantation. Restons dans le financement des agriculteurs pour parler cette fois-ci du crowdfunding, qui est désormais la pirouette à laquelle vont se refiler les jeunes qui sont régulièrement boudés par le classicisme bancaire national. Mais la récence de la formule dans les habitudes financières de la paysannerie et la rareté des fonds contribuent à susciter un débat patent. Quel est le succès que l'on pourrait rattacher à cette technique nouvelle de mobilisation des ressources? Réponse, Arnaud Basileking et André Marimbida. La cérébralité des économistes sous le ciel camerounais nous a conviés à une incursion dans les mystères définitionnels d'un vocable qui, sous ces tropiques, demeure encore une confiscation du jargon macroéconomique et de Wall Street. Le crowdfunding. Si la précarité désolante de votre anglais vous proscrit tout effort de traduction, vous pouvez compter sur nous pour vous apprendre qu'il s'agit simplement du financement participatif, rien que ça. Vous apprendrez aussi que c'est un mode de financement dont l'illustre singularité puise son ferment chez le gourou 2.0, qu'il est sorti de la fertilité intellectuelle des amphithéâtres new-yorkais et que son mode opératoire a souvent rappelé les bonnes vieilles tontines du cru. Ceux qui s'en sont d'abord servis, et pas qu'un peu, ce sont les milieux artistiques.
Dans les livres de finances économiques, vous découvrirez un mécanisme de financement de projets permettant de collecter des sommes, parfois très petites, d'un grand nombre de personnes. Autrement dit, les tracasseries du système bancaire classique et la froideur souvent meurtrière des usuriers deviennent un passé que la chaîne de solidarité humaine construit autour de vos ambitions, souvent gargantuesques d'entrepreneurs. Un peu comme dans l'histoire de quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui ira chez quelqu'un pour trouver l'aide nécessaire chez quelqu'un. Ici, la logique souvent mafieuse du pègre, du fisc et du saint bénéfice est une prohibition devant laquelle l'on exalte les vertueuses actions de solidarité financière en un clic. Il y a aussi l'exaltation des usages tels que le don, la prévente, la coproduction, le prêt, la prise de participation. Retenez encore qu'au Cameroun, la phase expérimentale des financements participatifs a eu lieu dans les années 2007-2008. La blogueuse Dorothée Danejo nous a révélé que c'est environ 100 millions de francs, pas moins, qui ont été levés entre 2009 et 2014 par des porteurs de projets web camerounais. Parmi les bénéficiaires, les plateformes KissKissBank, qui avaient dépassé les objectifs de 9 825 000 francs, et Quickstarter, qui a atteint un résultat de 32 millions de francs, c'est-à-dire au-delà de 26 millions prévus. Vous avez aussi l'exemple Arthur-Zan, dont le cardiopathe a été largement tributaire des fonds levés sur la toile. L'explosion démographique qui induit des besoins importants a rendu le défi d'une sécurité alimentaire durable encore plus difficile à relever. Avec une population mondiale qui dépasse désormais les 7 milliards et qui risque encore de grimper, l'agriculture ne saurait soutenir plus longtemps une hausse continue de la demande alimentaire mondiale. Un ajustement dans la manière de la faire et aussi de la vulgariser est donc très important, d'où la nécessité de conseils en vulgarisation agricole. Reportage. Un réajustement des systèmes de production doit être opéré de façon régulière avec le développement et la mise à la disposition des agriculteurs des moyens, des connaissances et de nouveaux systèmes d'organisation pouvant leur permettre d'atteindre des niveaux de productivité et de production de plus en plus importants. Il faut par conséquent s'assurer que les moyens techniques utilisés n'engendrent pas une dégradation irréversible des écosystèmes naturels, réceptacles de la production agricole, pour asseoir une sécurité alimentaire durable. De ce fait, l'agriculture familiale, base de la survie de 50 à 80% des populations vivant dans les pays en développement, a besoin de se réajuster pour s'adapter à l'évolution constante de la demande en produits alimentaires. Dans ce cadre, le rôle joué par les services de conseil et de vulgarisation agricole donne des raisons d'espérer que l'agriculture familiale pourrait contribuer de manière plus efficiente à la sécurité alimentaire si elle est mieux encadrée. En effet, les conseillers et vulgarisateurs agricoles assurent le rôle de courroie de transmission des résultats de la recherche et assurent le lien entre chercheurs, agriculteurs et communautés, permettant ainsi la diffusion et la mise à l'échelle des connaissances scientifiques, des informations utiles aux producteurs et des technologies les plus innovantes susceptibles de contribuer à l'amélioration de la productivité et de la production. La vulgarisation et le conseil agricole permettent aux paysans, par l'organisation de rencontres et d'échanges, de prendre en charge de manière plus efficace leurs besoins d'approvisionnement en intrants de toutes sortes, en équipement, en transformation et en commercialisation de produits agricoles. De façon générale, ils permettent de lutter contre la pauvreté en créant les conditions d'amélioration des revenus et des conditions de vie des paysans. Le conseil et la vulgarisation agricole valorisent par ailleurs les savoirs et les savoir-faire locaux en mettant les communautés au cœur du dispositif du conseil. Les technologies suggérées pour renforcer la productivité sont le plus souvent conçues par les communautés elles-mêmes. Faciliter l'accès à l'innovation est un gage de performance pour les exploitants familiaux. Dans ce cadre, les communautés locales sont dépositaires d'un savoir et d'un savoir-faire insoupçonnés dont la valorisation pourrait permettre de trouver des réponses aux défis de la production. Le rôle des conseils en vulgarisation agricole trouve donc là un bon terrain d'expression. Agriculture, priorité absolue pour la CEMAC. Au cours du dernier sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, le 31 octobre dernier à N'Djamena, une décision commune des pays membres de l'organisation a été prise.
celle d'allouer 10% des budgets nationaux à ce secteur. Comment cela est-il réalisable? En outre, est-ce que le budget 2018 du Cameroun intègre déjà cette mesure? Élément de réponse dans cet élément d'Emmanuel Andela et de Nicolas Abessolo. Une évocation ambitieuse pour instituer une agriculture dite de seconde génération dans une zone économique déjà enclin d'une crise sans précédent. La grande ambition du dernier sommet extraordinaire des chefs d'État de la zone CEMAC est celle d'allouer 10% du budget national à l'agriculture. Un mécanisme qui contribuerait à des éléments tels que suggérés. Il faut voir cette mesure de façon relative, de façon configurationnelle. C'est-à-dire que ça peut être une aubaine tous, comme aussi peut être une stratégie dans son couteau à double tranchant. Ça dépend de comment on va aborder, de l'application et de l'opérationnalisation de la décision. C'est une aubaine à la mesure où les pays qui vont mettre à mesure cette mesure, ça permettra en sorte de financer d'abord les économies de l'Afrique centrale, quand on sait que la plupart des pays de l'Afrique centrale, CEMAC, sont en récession économique à l'heure actuelle. Le réinvestissement dans le secteur, dans une allure communautaire, garantirait tout aussi l'essor de quelques pays, notamment le nôtre. Ces mesures-là sont beaucoup plus favorables pour le Cameroun. Ça permettait à un pays comme le Cameroun de se repositionner comme une puissance qui avait perdu la main avec la montée en puissance de la Guinée équatoriale due à la manne pétrolière qu'avait bénéficié la Guinée équatoriale. Donc, avec cette mesure dans le Cameroun, ça permettait au Cameroun de se repositionner, de rattraper son retard en matière de puissance, en matière de grands pays en Afrique centrale qu'il avait perdu face à la Guinée équatoriale. Voilà. Quoi qu'il n'en soit pas utopique que pareille idée puisse voir le jour. Seulement ayant connaissance des déficits de trésorerie de ces pays, notamment celui du Cameroun, force est d'observer que le budget du ministère de l'Agriculture et du Développement rural oscille autour de 2,5% sur le montant global du budget national. Néanmoins, des outils auxiliaires sont existants au Cameroun pour ainsi favoriser la relance permanente de ce secteur. Dans le sillage de la célébration de son 40e anniversaire, le Centre de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, CERDOTOLA, a lancé le 24 mai 2017 à Yaoundé son nouveau programme intitulé ALIPA, Alimentation patrimoniale des Africains. Un ambitieux programme qui vise à inventorier les mets et produits africains, à les faire labelliser pour leur donner une plus-value, mais aussi à promouvoir leur consommation dans le but de freiner les importations massives des denrées alimentaires produites hors du continent, qui constituent annuellement une véritable saignée en matière de devises. Gros plan sur ALIPA avec Kwam Simo et Daniel Noknis. Dans le landerneau africain, manger des petits fours avec un zeste de caviar beluga de Pétrochion, le tout arrosé d'une coupe de champagne Dom Pérignon, continue de faire bon chic bon genre plus d'un demi-siècle après les indépendances. Un état d'esprit promu jusqu'au sommet des États, car de mémoire de journaliste, jamais nous n'avons vu faire un toast avec une coupe de matango, de bilibili ou de dontol, lors d'un dîner offert à un chef d'État occidental. Cette extraversion coûte à l'Afrique le sang de ses veines. Selon la FAO et la BAD, les importations de denrées alimentaires en Afrique subsaharienne, par exemple, avoisinent chaque année les 40 milliards de dollars, plus de 20 000 milliards de francs CFA. Une gigantesque manne qui pourrait pérenniser le tissu agricole endogène et sécuriser les emplois. C'est le substrat du programme ALIPA, Alimentation patrimoniale des Africains lancé en mai 2017, à la faveur du 40e du CERDOTOLA. Ce programme très ambitieux du Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines vise en effet à briser le joug de la colonisation alimentaire. Mais il ne s'agit pas seulement de se nourrir, car les enjeux sont beaucoup plus grands, a précisé son secrétaire exécutif lors de son lancement. Selon le professeur Charles Binambikoy, les enjeux sont la labellisation et la patrimonialisation, qui ouvrent des perspectives de standardisation et de surrentabilisation des pratiques culturelles. Par ailleurs, elles ouvrent des perspectives de protection des process d'élaboration et rendent pérennes les pratiques de consommation. Conséquence, les produits locaux acquièrent du prestige et cela crée des richesses. L'exemple le plus retentissant est celui du poivre de Penja. De 2500 francs le kilogramme avant septembre 2013, le poivre de Penja labellisé par l'OAPI a atteint 8 000 francs le kilo en 2014, pour culminer cette année à près de 20 000 francs CFA.
Ouverture des frontières en zone CEMAC, la mesure est effective depuis le 30 octobre 2017. Une décision qui fait suite au sommet extraordinaire des chefs d'État de la zone CEMAC. Cependant, il est approprié d'entrevoir les répercussions économiques de cette décision, bien entendu, sous le prisme de la commercialisation des produits issus de l'agroalimentaire camerounais. Quel peut être le réel impact de la libre circulation sur la commercialisation de nos produits agricoles? Complément d'enquête avec Nicolas Bessolo et Emmanuel Andela. La conférence a pris acte de la décision d'ouverture intégrale de leurs frontières pour tous les ressortissants de la CEMAC circulant dans l'espace communautaire. D'une impasse à un achèvement, c'est un mur qui tombe. L'adoption récente de la libre circulation des ressortissants de la zone CEMAC par les chefs d'État des pays d'Afrique centrale réunis le 31 octobre 2017 en N'Djamena au Tchad fait fleurir tout autant des aubergines au gré de l'appréciation qu'on lui accorde. Le dernier sommet de N'Djamena avait eu pour des décisions phares ou pour décisions principales la libéralisation ou bien la libre circulation des biens des personnes. Principalement la libre circulation des biens avec un impact sur la commercialisation des produits agricoles. Ceci procède d'un mimétisme reconstituant les marques d'un préalable longtemps disputé en Afrique centrale. La libre circulation attribuerait tout au moins des avantages incontestables aux produits made in Cameroon. Au niveau alimentaire, ça permettait d'abord une autosuffisance alimentaire pour des pays qui ont des problèmes au niveau de l'agriculture. Je pense principalement aux pays comme le Tchad, aux pays comme la Guinée équatoriale ou le Gabon, qui ont un problème avec leur agriculture. Donc, la libre circulation des biens, la libre circulation des produits agricoles permettrait aussi au Cameroun de se positionner aussi également comme une puissance agricole au niveau de la sous-région. Parce qu'on sait que le Cameroun, en Afrique subsaharienne ou bien en Afrique centrale, est ce qu'on appelle souvent, on appelle vulgairement le grenier de l'Afrique. Donc, le Cameroun, en vendant ces produits-là, va se positionner comme une puissance agricole. L'on ne mettra non plus du temps à dénicher certains inconvénients que poserait cette aubaine dans l'espace commercial de l'agro-business camerounais. Le principal aspect négatif que nous pouvons relever ici, c'est l'impact sur la consommation. Tout simplement parce que le Cameroun est un pays qui a déjà du mal à nourrir sa population. Donc, l'autosuffisance alimentaire ici est décriée. Cette autre possibilité ne laissera pas aussitôt entrevoir en elle-même une déchéance à l'armement agricole camerounais qui se meut dans la fraîcheur de cette verdure productive de prospérité. Dans la rubrique découverte des produits contenus dans la liste déposée par le Cameroun à l'OAPI pour labellisation, nous allons faire connaissance ce soir avec l'ananas de Bafia, une spécialité camerounaise au vu de son mode de culture, mais aussi de sa forte demande dans les marchés nationaux et internationaux. Reportage. Certains l'appellent l'or de Bafia, d'autres l'ananas bio de Bafia. Mais quel que soit le vocable utilisé pour l'identifier, ce fruit qui a fait de cette ville son berceau participe un peu plus à son essor et à sa renommée. Ce qui fait la particularité de cette denrée, c'est tout d'abord son mode de culture. Cultivé sans engrais ni pesticides, dans la pure tradition ancestrale, cet ananas a tout gardé de son naturel, car tirant tous ses nutriments directement du sol. Il faut déjà savoir que la terre de Bafia est riche en toutes ces choses qui font les sols fertiles. Elle a une structure et une profondeur qui permettent à cette plante de développer ses racines pour s'ancrer, retenir l'humidité et évacuer l'eau en excès. Sa composition permet un bon approvisionnement en éléments nutritifs, en eau et en oligo-éléments. Sa couleur foncée traduit sa richesse en carbone. C'est donc un sol vivant, riche en vers de terre, champignons et bactéries, qui contribue au recyclage de la matière organique et maintient une bonne porosité. La richesse du sol, doublée du mode de culture, ont donc créé un label, l'ananas de Bafia. Des ananas très sucrés et sans aucune acidité, différents de ceux des autres aires agricoles qui parfois pourrissent sans être sucrés et sont systématiquement cultivés à l'aide d'engrais. Mais seulement la sonnette d'alarme mérite d'être tirée. Les producteurs du chef-lieu du département du Mbam et Inubu se plaignent de plus en plus. En effet, les sols s'appauvrissent et la jeune génération a du mal à prendre le relais de la pérennisation de la culture de l'ananas bio de Bafia.
Il serait vivement souhaitable que nos compatriotes de la zone découvrent ou alors qu'on leur montre le plus tôt possible les alternatives biologiques pour l'engraissement traditionnel des sols. Car aujourd'hui, même les Africains ont peur des engrais chimiques et n'en veulent pas dans leur assiette. Il existe donc d'autres solutions moins coûteuses et plus efficaces et il est important de vite les vulgariser. L'on apprend par ailleurs qu'au Cameroun, la culture de l'ananas n'est pas une activité à plein régime pour les producteurs. Ils sont aussi des petits commerçants, boutiquiers. Il faudra donc mettre en place un dispositif susceptible d'améliorer le niveau de vie et par conséquent celui de la production d'ananas dans la région du centre. Selon les statistiques, 500 tonnes d'ananas sont récoltées par an dans la région du centre, auprès de 1600 producteurs. Les rendements moyens sont de 45 tonnes à l'hectare, alors que les prix Borchamp sont de 90 francs le kilogramme, contre 200 francs le kilogramme dans les deux principales villes que sont Yaoundé et Douala. Mais en attendant, l'ananas de Bafia a encore de longs jours devant lui. Sa chair jaune, tendre et sucrée va encore pendant une période assez grande satisfaire nos estomacs et ceux des ressortissants des pays étrangers. La labellisation de ce fruit de Bafia va sûrement le rendre plus apprécié, mais aussi plus vendu dans le monde, car sa qualité, elle, ne fait pas de doute. C'est sûrement ce qui aura poussé les autorités camerounaises à demander sa labellisation. Voilà aussi une belle façon de promouvoir le label qualité Made in Cameroun. Un fruit succulent que l'ananas de Bafia, et je ne suis pas le seul à le penser. Nous sommes donc arrivés au terme de cette session d'information sur Agri TV. Merci à tous ceux qui l'ont élaboré. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur www.agritv.cm. Vous servir fait notre plaisir. Bonsoir et à demain.